Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Nous nous retrouvons ce 11 juillet 2024 pour une petite lecture autour de Philippe de Comines. Philippe de Comines est un aristocrate du XVe siècle, de langue française plutôt que français proprement dite, puisque comme on va le voir, en fait, il est né dans les Flandres et dans une partie de cet espace géographique qui n'était pas rattaché au Royaume de France à cette époque-là, donc techniquement on ne peut pas dire qu'il est proprement français, même si après il va se déplacer géographiquement et vivre une bonne partie de sa vie sur le territoire du Royaume de France. C'est un aristocrate qui va se mettre au service des ducs de Bourgogne, donc qui sont un puissant État qui existait au XVe siècle, voilà, dans ce qu'est l'actuel nord-est de la France, et puis une partie voilà, de la Belgique, des Pays-Bas, enfin cette zone un petit peu là, comment dirais-je, tout à fait au nord-ouest par rapport au territoire du Saint-Empire germanique. Ce duché de Bourgogne voilà, est un puissant État, riche, proche de zones voilà, qui sont industrialisées, ou en tout cas qui connaissent un processus d'industrialisation à l'échelle de ce qui est possible de faire à la fin du Moyen-Âge. Et donc il va se mettre au service des ducs de Bourgogne, et puis un petit peu plus tard il va changer de camp, puisqu'il y a un affrontement finalement de longue durée entre la monarchie française et les ducs de Bourgogne, qui sont une puissante menace militaire et politique pour l'affirmation de la monarchie française de ce côté-là. Il va changer de camp et passer au service du roi de France Louis XI. Louis XI règne de 461 à 1481, c'est le fils de Charles VII, Charles VII étant celui qui termine la guerre de 100 ans, avec notamment le fameux épisode où il est aidé par Jeanne d'Arc. Donc il se met au service du fils de Charles VII, Louis XI. Il va lui servir pour des opérations financières, des négociations commerciales. C'est un diplomate en fait, Philippe de Comines. Voilà, c'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager, qui est allé en Angleterre, qui est allé beaucoup en Italie aussi. Et donc ce que je vous propose ce soir, c'est quelques éléments qui vont voilà, permettre d'introduire dans un second temps, dans une prochaine vidéo, la pensée politique de Philippe de Comines. Mais tout d'abord, je me suis dit qu'une approche un peu plus biographique pouvait être intéressante. Et pour cela, on va s'appuyer sur un document absolument exceptionnel, qui sont les mémoires de Philippe de Comines, traduit par Joël Blanchard, dont j'ai un exemplaire à côté de moi. Alors ces mémoires sont un document qui est assez intéressant parce que ce n'est pas si courant qu'un personnage tel que Philippe de Comines écrive des mémoires. En fait, c'est même atypique parce que c'est pas vraiment un genre littéraire parmi les genres littéraires médiévaux. Au Moyen-Âge, on peut trouver des récits de la vie des saints, on peut trouver des récits d'aventures de chevaliers avec les romans de chevalerie médiévaux, on peut trouver des textes de poèmes, mais la littérature ne comporte pas vraiment ce genre dont Philippe de Comines est considéré comme le fondateur pour la langue française. C'est donc le genre des mémoires, de l'écriture finalement autobiographique, où un individu va raconter sa propre vie. Et c'est d'autant plus intéressant que là, c'est véritablement lui-même qui raconte sa propre vie, alors qu'il n'est pas, si vous voulez, un roi ou un personnage dont le récit de la vie serait censé servir d'exemple pour éduquer, par exemple, un héritier de la couronne. Il n'est pas... alors au Moyen-Âge, on n'avait pas forcément des mémoires, mais on avait des récits de la vie de tel ou tel roi qui étaient donnés comme modèle, qui pouvaient être transmis pour d'autres princes, voilà, avec des conseils politiques ou de conduite, etc. C'était souvent des œuvres qui étaient écrites par des proches des monarques, souvent des clercs, voilà, qui écrivaient la vie des rois en enjolivant plus ou moins le récit. Là, on a affaire à quelqu'un qui ne prétend pas raconter nécessairement une version idéalisée de lui-même, en tout cas qui donne finalement dans le genre de l'autobiographie et qui va un petit peu lancer le genre. D'ailleurs, il faut savoir, parce que c'est certainement un personnage que vous ne connaissez pas spécialement, que les mémoires de Philippe de Comines ont eu beaucoup de succès au siècle suivant, donc au XVIe siècle. Elles ont été rédigées, ces mémoires,
vers la toute fin du XVe, et puis elles sont en circulation chez un certain nombre d'intellectuels ou de milieux cultivés du XVIe siècle, donc l'époque de la Renaissance française en fait. C'est notamment une des sources d'inspiration de Michel de Montaigne, qui lui a écrit, alors pas tout à fait des mémoires, plutôt des essais, mais qui ont une très forte dimension là aussi autobiographique, puisque Montaigne réfléchit beaucoup aussi sur sa propre vie. On voit à travers des personnages comme Comines et Montaigne se mettre en place une nouvelle sensibilité, non seulement littéraire, mais aussi, je dirais plus généralement, une nouvelle culture de soi par les individus, une nouvelle conscience de soi qui se développe à l'époque de la Renaissance, où finalement on commence à avoir des individus qui se disent que leur propre vie est intéressante et mérite d'être racontée. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, en fait, qui n'existe pas au Moyen-Âge, et ce serait tout un débat pour faire des comparatifs avec l'Antiquité. Mais en tout cas, ça n'existe pas par rapport au Moyen-Âge. Donc on a bien un processus nouveau de prise de conscience de soi à travers la narration, à travers l'écriture. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant du point de vue de l'histoire de la culture et de l'histoire de l'individualisme en Occident. Donc je disais que Montaigne s'était beaucoup servi de la lecture qu'il avait faite des Mémoires de Comines, et on a un certain nombre d'autres personnages qui vont le lire ultérieurement. Alors toujours au XVIe siècle, il a été lu par des auteurs protestants comme François Othman, mais aussi par des écrivains catholiques absolutistes comme Gentillet ou comme Baudin, Baudin, le fameux théoricien de la souveraineté de l'État. Ce sont des auteurs qui vont s'appuyer sur les écrits de Comines pour en tirer des leçons ou des principes de politique. Donc ils estiment qu'il y a une pertinence à lire les Mémoires de Comines pour exercer son esprit aux choses de la politique, ce qui se justifie par le fait que Comines, s'il n'a pas régné lui-même, il a été quand même un conseiller politique très proche du roi de France, et donc il a des choses à nous dire des affaires de la cour, des affaires de l'État finalement. Un peu plus tard, historiquement, à l'époque de Louis XIV, il y a un homme d'église et un écrivain catholique de cette époque-là qui s'appelle Fénelon, qui rédige un dialogue des morts où il imagine des discussions entre Louis XI et Philippe de Comines. Donc il a une postérité durant tout l'Ancien Régime. Et ça continue encore un peu au-delà. Enfin voilà, il y a un certain nombre de gens qui l'ont lu un petit peu ultérieurement dans l'histoire des idées. Il a été aussi pas mal lu par l'historien français du XIXe siècle, l'historien romantique Jules Michelet. Michelet qui a écrit une histoire de France en 15 volumes, je crois, enfin quelque chose de très très long, avec de nombreux tomes sur le Moyen-Âge, et il appréciait particulièrement le style très froid, très clair, très précis que manie Philippe de Comines. Bref, enfin tout ça pour vous dire que c'est un livre qui, même si son auteur ne vous est pas spécialement connu, a une certaine postérité dans les lettres françaises finalement, puisque c'est un peu quelque chose qui participe de l'émergence d'une littérature nationale, puisque j'imagine que c'est pas en latin que ça a été rédigé, il faudra vérifier, il me semble pas. Et puis c'est un genre qui n'est pas un genre d'écrit qui se rattacherait au domaine religieux ou à un genre un peu stéréotypé comme écrire la vie du roi, avec un modèle un petit peu idéal qu'on reproduit quel que soit le personnage en question. Là, c'est quelque chose d'assez personnel, puisque c'est quelqu'un qui rédige un discours sur sa propre vie. Et je vais donc vous en lire quelques chapitres, en commençant par je saute l'intro, je passe au prologue, et on donne la parole directement à Philippe de Comines. Monseigneur l'archevêque de Vienne, pour répondre à la demande que vous m'avez faite, de vous écrire, et de vous remettre en mémoire ce que j'ai su et appris des faits du roi Louis XI, que Dieu le pardonne, point d'exclamation, notre maître et notre bienfaiteur, un prince bien digne de passer à la postérité, je l'ai fait au plus près de la vérité, tel que j'ai pu en garder le souvenir. Alors ce premier paragraphe est intéressant parce que ça nous dit que petit 1, il écrit à l'invitation d'un autre personnage, voilà, en l'occurrence un seigneur, puisque c'est un archevêque, donc c'est quand même, non seulement c'est un prince de l'église, mais c'est un prince temporel, puisque les hommes d'église de cette époque-là sont aussi des seigneurs temporels.
il écrit donc à la demande de l'archevêque de Vienne, parce que ce dernier lui demande des souvenirs de son compagnonnage vis-à-vis de Louis XI. Donc jusque-là, on pourrait se dire que finalement, on n'a pas encore justement cette écriture autobiographique personnelle sur la nouveauté de laquelle j'insistais dans mon introduction, parce que le sujet, ça semble être quelque chose de plus important que le commun des mortels, à savoir le roi de France. Ça, c'est un vrai sujet qui mérite de passer à la postérité, c'est d'ailleurs ce qu'il dit dès l'introduction. Donc c'est un livre qui est dédié, qui semble viser d'abord à transmettre le souvenir du roi, mais en même temps, on verra bien dans le développement que ça commence pas chronologiquement au moment où il rencontre le roi de France, il va commencer par sa jeunesse lui-même, et donc finalement il déborde tout à fait du sujet qui est le sujet annoncé, je dirais, ou le sujet qui a justifié au départ cette entreprise de mémoire. Alors je lis la suite. De sa jeunesse, donc toujours du roi de France, je ne pourrais rien dire, sinon ce que lui-même m'en a rapporté. Mais depuis le moment où je vins à son service jusqu'à l'heure de sa mort, à laquelle j'ai assisté, je suis resté à ses côtés, plus constamment que quiconque, dans l'office qui était le mien, au moins comme chambellan, ou attaché aux plus importantes de ses affaires. Chez lui, comme chez tous les autres princes que j'ai connus ou servis, j'ai vu du bien et du mal, car ils sont hommes comme nous. À Dieu seul appartient la perfection. Mais quand chez un prince, la vertu et les bonnes dispositions prennent le pas sur les vices, il mérite de grands éloges, car les princes ont plus que d'autres tendance à agir à leur bon vouloir, tant à raison de leur éducation que du peu de réprimandes qu'ils ont reçues dans leur jeunesse, que parce que chacun s'efforce de flatter leur personne et leur caractère quand ils parviennent à l'âge d'homme. Donc là, il nous dit que, en gros, comme ils ont le pouvoir, c'est très difficile de leur dire non ou de les raisonner, et donc ils sont plus exposés que les autres hommes aux vices à raison même du pouvoir qu'ils détiennent, et que donc, quand il y a un monarque qui se comporte bien, il mérite une sorte de surcroît d'éloge, puisqu'il échappe finalement à la pente naturelle vers l'arbitraire. Et comme je ne voudrais pas mentir, il se pourrait qu'on trouve en un endroit de ce récit quelque chose qui ne soit pas à la louange de Louis. Mais j'ai l'espérance que ceux qui le liront admettront les raisons que j'ai données plus haut. Et j'irais bien jusqu'à dire pour sa louange que je n'ai jamais connu de prince où il y ait moins de vices qu'en lui, à tout bien regarder. Car j'ai eu plus de relations avec les grands princes et autant de rapports écrits avec eux que personne en France en mon temps, qu'il s'agisse de ceux qui ont régné dans ce royaume, ou en Bretagne, et dans les régions de Flandre, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, en Italie. Donc entre parenthèses, dans cette intro, on voit qu'il souligne bien sa propre importance, comme il ne se prend pas pour... aussi bien les seigneurs temporels que spirituels, également ceux que je n'ai pas rencontrés personnellement, mais dont j'ai eu connaissance par le courrier de leurs ambassades, et lettres et instructions, grâce auxquelles on peut bien s'informer de leur caractère et de leur disposition. Cependant, je ne prétends en rien, en le louant sur ce point, diminuer l'honneur ni la bonne renommée des autres, mais je vous envoie ce qui m'est revenu spontanément, en espérant que vous me le demandez pour le mettre dans une œuvre que vous comptez faire en latin, une langue que vous maîtrisez bien. Et là, j'ai fortement l'impression que ça sous-entend que, je dirais pas qu'il maîtrise pas forcément le latin, mais en tout cas, c'est pas la langue, il faudrait vérifier, mais c'est pas la langue de son texte. Lui, il doit l'écrire en français, et c'est ça aussi qui est un peu nouveau quand même. Parce que c'est pas un clerc, c'est quelqu'un qui écrit même un livre entier, et qui n'est pas un clerc, et ça, c'est nouveau, on n'est plus au Moyen-Âge tout à fait quand même. Ainsi pourra-t-on apprécier la grandeur du prince dont je vais vous parler, ainsi que celle de votre esprit. Et là où je ne manquerai à ma tâche, vous tournerez vers Monseigneur du Bouchage, qui est un autre conseiller du roi en fait, et d'autres qui pourront vous en parler mieux que moi, et l'écrire en meilleure langue. Mais en raison de l'honneur qu'il m'a fait, de l'intimité que j'ai partagée avec lui, et des bienfaits dont il m'a comblé, et cela sans interruption jusqu'à sa mort, personne ne saurait mieux se souvenir que moi.
les pertes et souffrances que j'ai eu à supporter après sa mort sont là également pour me rappeler les grâces que j'ai reçues de lui, même si c'est chose courante qu'après le décès d'un prince si grand et si puissant, les changements sont violents. Et si les uns y gagnent, les autres y perdent, car les biens et les honneurs sont loin d'être partagés en fonction des demandeurs. Et pour vous informer, comme vous me le demandez, sur le temps que j'ai passé auprès de lui, il me faut commencer avant le moment où je suis venu à son service. Ensuite, selon l'ordre chronologique, je continuerai mon propos jusqu'au moment où je vins à son service. Et enfin, j'irai jusqu'à sa mort. Je précise que c'est une traduction donc, de Joël Blanchard qui est probablement un peu modernisée par rapport à l'ancien français, vous vous doutez bien. Alors, livre 1, chapitre 1. Algarade à la cour de Bourgogne. Au sortir de l'enfance, et quand je sus monter à cheval, on m'amena à Lille, auprès du duc Charles de Bourgogne, que l'on appelait en ce temps comte de Charolais. Il me prit à son service. C'était en 1464. Alors là, je fais une pause parce que, en fait, donc, il nous explique qu'il arrive au service du prince héritier de la maison de Bourgogne, donc Charles de Bourgogne, qui, quand il sera au trône, aura le surnom de reine de Charles le Téméraire. C'est intéressant de voir que quand il commence son autobiographie, ça commence au moment où il rencontre un autre futur chef d'État, quoi. C'est-à-dire que toute son enfance, avec qui il a grandi, sa famille, on ne sait rien du tout, sa jeunesse non plus, et puis ce qui est important, en tout cas dans ce début de narration, c'est quand est-ce qu'il rencontre des personnalités politiques. Ça vous montre qu'aujourd'hui, quelqu'un qui écrirait sa biographie, même une personnalité politique, aujourd'hui, j'imagine qu'elle consacrerait un certain nombre de chapitres au départ sur son enfance, sa jeunesse, et ainsi de suite. Bon, là, ça semble arriver... on voit qu'il veut tout de suite mettre le lecteur en présence de personnages illustres et importants et de faits poétiques, parce que ça semble être quand même surtout ça qu'il veut transmettre à la postérité. Donc c'était en 1464. Environ 3 jours après, les ambassadeurs du roi arrivaient à Lille. Il y avait le comte de, le chancelier de France Morvilliers et l'évêque de Narbonne. On leur donna audience publique en présence du duc Philippe de Bourgogne, donc le père de Charles de Bourgogne, du duc de Charolais et de tous leurs conseils. Morvilliers prit la parole avec grande arrogance. Il accusa le comte de Charolais d'avoir fait saisir, alors qu'il se trouvait en Hollande, un petit navire de guerre parti de Dieppe, et l'un de ses occupants, le bâtard de Rubempré, et de l'avoir jeté en prison. Il accusait le bâtard d'être venu pour l'enlever, charge dont le compte avait été faite par un chevalier bourguignon, Olivier de la Marche, partout et surtout à Bruges, ville où résident quantité d'étrangers. Pour ces raisons, le roi, se trouvant injustement mis en cause, selon ses propres termes, demandait au duc qu'on fît prisonnier cet Olivier de la Marche et qu'on le lui envoyât pour qu'il pût le punir comme il convenait. À cela, le duc Philippe leur répondit que Messire Olivier de la Marche est né dans le comté de Bourgogne, qu'il était son maître d'hôtel et nullement le sujet de la couronne. Donc en fait, ils se battent le fait que le gars pourrait être jugé en France ou pas, parce que le duc de Bourgogne répond que c'est pas un sujet du roi de France, donc en fait c'est moi qui dois le juger, c'est pas le roi de France. Donc ils se battent sur ça. Cependant, disait-il, s'il avait fait quoi que ce soit contre l'honneur du roi, et si les renseignements le confirmaient, il lui appliquerait la punition appropriée. Donc il se réserve le droit de punir ses vassaux, c'est quand même la moindre des choses. Et quant au bâtard de Rubempré, toujours selon Philippe, son comportement et sa conduite ainsi que ceux de sa suite aux environs de la Haye en Hollande, où se trouvait alors son fils, le comte de Charolais, expliquaient son arrestation. Si son fils était de nature soupçonneuse, cela ne venait pas de lui, mais de sa mère, la personne la plus méfiante qu'il ait jamais connue, sa mère qui s'appelle Isabelle du Portugal, donc fils du roi du Portugal, on a beaucoup de bonne compagnie quand même. Donc la personne la plus méfiante qu'il eût jamais connue,
Mais bien que lui n'ait jamais partagé le caractère de son fils, il n'en aurait pas moins agi comme lui, s'il s'était trouvé dans la même situation avec le bâtard de Rubempré dans les environs. Enfin, si l'intention du bâtard d'enlever son fils n'était pas prouvée, il le remettra en liberté, aussitôt pour le renvoyer auprès du roi, comme les ambassadeurs le demandaient. Morvilliers reprit la parole en lançant de lourdes accusations contre le duc François de Bretagne. Ce dernier et le comte de Charolais, lorsque le comte était à Tours pour voir le roi, s'étaient échangés secrètement des scellés, se faisant ainsi frères d'armes. Tanangui du Chastel, qui avait été gouverneur du Roussillon et un homme puissant dans le royaume, leur avait servi d'intermédiaire. Et Morvilliers de dénoncer là un acte d'une extrême gravité, sans épargner aucun propos injurieux et humiliant qu'on puisse tenir à un prince. Donc là, il dit en gros, le comte du Charolais, qui est donc manifestement un vassal du duc de Bourgogne, il a fait des pactes d'alliance avec le duc de Bretagne, et ça sent un peu le complot aristocratique qui pourrait gêner la monarchie. Voilà, tous ces gens-là sont très soupçonneux. Alors qu'est-ce qu'il répond? Donc le comte de Charolais, à quoi le comte de Charolais, profondément choqué par les accusations que l'on portait contre son ami et allié, voulut plusieurs fois répondre. Mais Morvilliers l'interrompait sans cesse. Monseigneur de Charolais, disait-il, je ne suis pas venu ici pour vous parler à vous, mais à Monseigneur votre père. Oui, alors donc notre comte de Charolais, non seulement c'est un vassal, mais c'est le fils en fait de Philippe de Bourgogne, donc c'est le Charles en question. Le Charles se retrouve accusé d'être peut-être impliqué à des alliances douteuses avec le duc de Bretagne. Le comte supplia plusieurs fois son père de pouvoir répliquer. Son père lui dit « J'ai répondu pour toi comme je crois qu'un père doit répondre pour son fils. Mais si tu en as une si grande envie, réfléchis aujourd'hui et demain dis ce que tu veux dire. » Morvilliers continuait en disant qu'il y voyait une seule raison qui ait pu pousser le comte à s'allier avec le duc de Bretagne, à savoir la pension que le roi lui avait ôtée, après la lui avoir donnée en même temps que le gouvernement de Normandie. Donc, ils font des alliances en soum-soum parce qu'il y aurait une jalousie de Charles de Bourgogne vis-à-vis du fait que le roi de France lui aurait retiré une pension. Le lendemain, à l'Assemblée, en présence de ceux que je viens d'évoquer, le comte de Charolais, un genou à terre sur un coussin de velours, s'adressa à son père. Il commença par justifier le bien fondé de la capture du bâtard de Rubempré. Cela serait démontré lors du procès. Je crois toutefois qu'on ne trouva rien, mais les soupçons étaient grands. Et je vis libérer le bâtard après 5 ans passés en prison. Ensuite, le comte commença à se disculper, et avec lui le duc de Bretagne. Il était exact qu'ils avaient noué alliance et amitié, qu'ils s'étaient fait frères d'armes, mais cette alliance n'était au préjudice ni du roi ni de son royaume, bien au contraire, c'était pour le servir et le soutenir si besoin était. Quant à la pension qui lui avait été retirée, il n'en avait reçu qu'une partie, pour un montant de 9000 francs, et jamais il n'avait réclamé cette pension, ni le gouvernement de Normandie. Dès lors qu'il avait la faveur de son père, il pouvait se passer de tous les autres bienfaits. Je crois vraiment que s'il n'avait pas eu là son père à qui il s'adressait et qu'il craignait, il aurait usé de termes bien plus violents. Le duc Philippe conclut sagement sur un ton d'humilité, en suppliant le roi de ne pas croire à la légère ce qui se disait contre son fils, et lui, et de toujours lui manifester de la bienveillance. Après quoi on apporta le vin et les épices, et les ambassadeurs prirent congé du père et du fils. Quand le comte d'Eu et le chancelier eurent pris congé du comte de Charolais, merci de couper au micro. Quand les ambassadeurs eurent pris congé du comte de Charolais, ce dernier, qui était assez loin de son père, dit à l'évêque de Narbonne, qu'il vit en dernier, « Recommandez-moi très humblement auprès du roi, et dites-lui qu'il m'a bien fait laver la tête par ce chancelier, mais qu'il s'en repentira d'ici 1 an. » L'évêque de Narbonne transmit le message au roi, à son retour, comme vous le verrez plus loin. Ces paroles suscitèrent chez le comte de Charolais une grande haine pour le roi. S'y ajoutait peu auparavant le rachat par le roi pour 400 000 écus des villes situées sur la Somme,
comme Amiens, Abbeville, Saint-Quentin et d'autres, que Charles VII, donc c'est le roi de France à l'époque, c'est le père de Louis XI, que Charles VII avait livré à Philippe de Bourgogne par le traité d'Arras, pour en jouir lui et ses héritiers mâles. C'étaient les deux frères Messeigneurs de Croix et de Chimay, et quelques autres de leur entourage, qui conduisaient les affaires du duc, alors âgé, et ce dernier avait repris du roi son argent et restitué les terres, ce qui agitait fort son fils le comte. Ces terres se situaient aux limites et aux frontières de leur seigneurie, et il perdait dans l'affaire beaucoup de sujets qui étaient des combattants de qualité. Le comte en imputa la responsabilité aux Croix, et alors que son père était à l'extrême soir de sa vie, il chassa tous les Croix et leur confisqua toutes les places fortes et les biens qu'ils tenaient entre leurs mains. Chapitre 2. Les débuts de la guerre du bien public. Très peu de jours après le départ des ambassadeurs, le duc de Bourbon, Jean, celui qui est mort récemment, vint à Lille, sous prétexte de voir son oncle. Entre toutes les maisons princières de ce monde, le duc de Bourgogne aimait particulièrement celle de Bourbon. Le duc de Bourbon était le fils de la sœur du duc Philippe, donc son neveu du coup. Veuve depuis longtemps, elle vivait auprès du duc son frère avec plusieurs de ses enfants, 3 filles et un fils. La véritable raison de la venue du duc de Bourbon était la suivante. Il entendait convaincre le duc d'accepter de lever une armée, comme le feraient tous les autres princes de France, pour remontrer au roi que son gouvernement du royaume était mauvais et injuste. Et il tenait à être en force pour le contraindre s'il ne voulait pas les suivre. Cette guerre fut appelée depuis « guerre du bien public », car on l'avait entreprise en prenant pour prétexte le bien public du royaume. Il y a une petite note qui nous apprend que cette notion de bien public avait pris une place centrale dans les débats politiques depuis le XIIIe siècle, ce qui est bien normal, puisque c'est lié à la redécouverte des traités moraux et politiques d'Aristote, qui ont influencé la culture politique de l'Occident médiéval, avec cette idée justement que le bon régime, c'est le régime qui sert le bien commun de l'ensemble des gens qui vivent sous ce régime, et donc qu'on peut comment dirais-je, que la légitimité, finalement, est quelque chose qui peut se perdre si on ne sert pas le bien public du royaume. Le duc Philippe, donc l'oncle du neveu qui veut faire cette guerre contre le roi de France, le duc Philippe, lui, qui après sa mort a été appelé bon duc de Philippe, consentit à ce qu'on levât des troupes, mais le fond de l'affaire lui échappait, et il n'avait jamais pensé que l'on en viendrait à la violence. Aussitôt, on commença à mobiliser de tous côtés. Et le comte de Saint-Paul, depuis connétable de France, vint auprès du comte de Charolais, à Cambrai, où était alors le duc Philippe. Une fois là, avec le maréchal de Bourgogne, de la maison de Neuchâtel, qui est actuellement en Suisse, sauf erreur de ma part, le comte de Charolais réunit une grande assemblée des conseillers et des gens de son père en l'hôtel de l'évêque de Cambrai. Et il déclara publiquement que tous ceux de la maison de Croix étaient ses ennemis mortels, à lui et à son père, bien que le comte de Saint-Paul ait, voilà longtemps, marié sa fille au seigneur de Croix, mais il disait y avoir été forcé. Bref, tous les Croix durent quitter les terres du duc de Bourgogne et perdirent dans leur fuite beaucoup de biens. Tout cela déplut beaucoup au duc Philippe, dont le premier chambellan, nommé depuis Monseigneur de Chimay, était un homme jeune, aux excellentes dispositions, et le neveu du seigneur de Croix. Il quitta son maître sans lui dire adieu, par crainte pour sa personne. On lui avait fait savoir qu'autrement on le ferait prisonnier ou on le tuerait. Son grand âge contraignit le duc Philippe à endurer ses actions menées contre ses hommes. Elles étaient entièrement dues à la restitution des seigneuries situées sur la rivière de la Somme, que le duc Philippe avait rendues au roi Louis pour la somme de 400 000 écus. Donc c'est intéressant, ça nous montre que ces histoires de frontières finalement qui délimitent le royaume de France par rapport au duché de Bourgogne
bien se font à coup certainement de guerre de temps à autre, mais aussi de négociations, et on vend finalement des parties l'une à l'autre. Ça nous montre bien que les États de cette époque ne sont pas du tout des États nationaux définis par une quelconque identité des gens qui vivent dans le coin, ou la langue, ou des identités nationales. Non, non, on s'échange des villes pour des raisons d'argent, en fonction de rapports de force, etc. Le comte de Charolais accusait la maison des Croix d'avoir fait accepter au duc cette restitution. Le comte de Charolais se réconcilia avec son père du mieux qu'il put et mit ses soldats en campagne. Avec lui se trouvait le comte de Saint-Pol, qui avait la responsabilité principale de la conduite des affaires et était le plus grand chef de son armée. Il y avait bien 300 hommes d'armes et 4000 archers sous ses ordres, parmi lesquels on comptait d'excellents chevaliers et écuyers venus en grand nombre, sous les ordres du comte de Charolais et sous son commandement, des pays d'Artois, de Hainaut et de Flandre. Donc ça vous montre que très jeune, Philippe de Comines, finalement, lui devient donc écuyer auprès du comte de Charolais. C'est pour ça qu'il le connaît aussi bien et qu'il nous raconte qu'est-ce qu'il fait auprès de son maître. Il commence sa carrière politique finalement en étant l'écuyer du comte de Charolais, donc du futur duc de Bourgogne. Ça montre que Comines vient d'une famille aristocratique qui est déjà importante à l'échelle du duché de Bourgogne, puisqu'il peut être aussi près du futur personnage le plus important de cet état. Monseigneur de Rabastin, frère du duc de Clèves, avait lui aussi des troupes d'importance égale, tout comme Antoine, bâtard de Bourgogne. D'excellents chevaliers avaient été placés sous leur commandement. Donc des troupes d'importance égale, ça veut dire qu'on était à 4300, on fait x3, ils ont 12 000 hommes, quoi. Quelque chose comme ça à la louche. Il y avait d'autres chefs que je ne nommerai pas maintenant, pour faire court. Signalons 2 chevaliers, auxquels le comte de Charolais accordait une grande confiance. L'un était le seigneur de Haubourdin, un vieux chevalier, frère bâtard du comte de Saint-Pol, formé pendant les anciennes guerres franco-anglaises. Ça, c'est l'époque des guerres de 100 ans, mais qui sont finies à ce moment-là. Alors que Henri, le 5e roi d'Angleterre de ce nom, régnait sur la France et que le duc Philippe l'avait rejoint et s'était allié à lui. Donc ça veut dire que durant une phase de la guerre de 100 ans, il y avait une alliance entre le duché de Bourgogne et les Anglais contre le royaume de France. Ce qui explique aussi les mauvaises relations diplomatiques entre la France et la Bourgogne. L'autre se nommait le seigneur de Comté, qui était de la même génération que le premier. Ces deux-là étaient de très valeureux et sages chevaliers, à qui ils avaient le commandement principal de l'armée. Des jeunes, il y en avait beaucoup. Parmi eux, un très réputé, nommé Philippe de Lalingue, d'une lignée qui n'a compté ou presque que des hommes courageux et valeureux. Tous, ou peu s'en faut, sont morts à la guerre au service de leur seigneur. L'armée pouvait être forte de 1400 hommes, mal équipés et peu experts, car cela faisait longtemps que ces seigneurs vivaient en paix. Et depuis le traité d'Arras, ils avaient rarement vu une guerre de quelque longueur. À mon avis, cela faisait plus de 36 ans qu'ils étaient au repos, si on accepte quelques petites guerres contre Gand, donc la ville, qui n'avaient guère duré. Les hommes d'armes avaient d'excellentes montures avec un équipage important. Il y en avait peu qui n'eussent avec eux 5 ou 6 grands chevaux. Des archers, il devait bien y en avoir 8 ou 9 000. Et quand la revue fut terminée, on eut meilleur compte d'en renvoyer que d'en appeler. On choisit les meilleurs. À cette époque, les sujets de cette maison de Bourgogne étaient très riches, grâce à la paix qui durait depuis longtemps, et aussi à la bonté du duc qui imposait peu ses sujets. À mon avis, cette terre méritait plus le nom de terre promise que nulle autre seigneurie dans le monde. Donc quasiment Jérusalem, quoi, avec de l'argent, quoi. Ils étaient comblés de richesses et en pleine tranquillité, ce qui ne fut plus le cas depuis, cette situation remontant bien à 23 ans. Les dépenses et frais d'habillement notamment, des hommes et des femmes, étaient considérables, bien au-delà du nécessaire. Les festins et les banquets étaient plus imposants et abondants que nulle part ailleurs. Les bains et autres lieux de débat avec les femmes, je parle des femmes de petite condition, donc voilà, des personnes qui feraient peut-être commerce de leur charme, dirons-nous. Les bains donc se multipliaient sans aucune retenue ni pudeur, point d'exclamation. Enfin, c'était vraiment belle, quoi, vraiment la Bourgogne.
En somme, pour les sujets de cette maison, aucun prince n'était suffisamment grand pour eux, au moins aucun qui pût les attaquer. Et aujourd'hui, je ne connais en ce monde aucune maison qui ne soit si ruinée, et je crains que les péchés du temps de leur prospérité ne soient la raison de leur adversité. Surtout, ils n'avaient pas conscience que tous ces bienfaits leur venaient de Dieu, qui les distribue là où il veut. Donc ce qui est intéressant, c'est que finalement il raconte ses souvenirs, une période de 23 ans. En ce temps-là, la Bourgogne était vraiment un état extrêmement riche et puissant. Aujourd'hui, elle est presque ruinée, c'est la plus ruinée de toutes les maisons. Donc en fait, il prend acte que ce qui va se passer, notamment sous le règne de Louis XI, ça va être une véritable opération de destruction de l'état bourguignon, en tout cas d'un affaiblissement considérable, qui sera lié à des guerres de Charles le Téméraire, donc celui qui n'est que comte à cette époque-là. Des guerres qui vont affaiblir cet État, mais aussi les opérations de conflits commerciaux que va savamment mettre en place Louis XI pour finalement affaiblir économiquement ces villes des Flandres, si riches, si industrieuses, voire industrielles, mais qui sont justement le terreau économique d'une menace pour l'affirmation du royaume de France. Donc c'est un peu l'histoire de la ruine de cet État qui va être en partie la matière de la narration de Philippe de Coligny. D'où un côté un peu épique quand même, c'est pas rien. Une fois l'armée prête et équipée de toutes les choses que j'ai énumérées plus haut, ce qui fut fait bien vite, le comte de Charolais se mit en route. Tous les hommes de cette armée étaient à cheval, à l'exception de ceux qui avaient la charge de l'artillerie, imposante pour l'époque. Le train, lui aussi, était important. Le sien propre suffisait à former un cercle autour de la presque totalité de l'armée. Il prit son chemin vers Noyon et assiégea un petit château appelé Nesle, dans lequel se trouvaient des gens de guerre. Ils s'en emparèrent en peu de jours. Le maréchal Joachim, maréchal de France, qui venait de Péronne, le suivait de près. Mais il ne lui portait pas de coups, car il y avait peu de gens avec lui, et il s'enferma dans Paris quand le comte s'en approcha. Le long du chemin, le comte ne lançait aucune attaque, et ses gens ne prenaient rien sans payer. Les villes de la Somme et toutes les autres villes laissaient entrer ces gens en petit nombre, et leur fournissaient ce qu'ils voulaient contre argent. Donc il ne pille pas ces villes régionales, probablement parce qu'il n'a pas assez d'hommes, et qu'il a peur qu'elles se révoltent s'il essaie de vivre sur le pays. Ou alors qu'il anticipe peut-être sur le fait que économiquement c'est pas intéressant de les ravager, parce qu'après il n'y aura plus rien. Elle donnait l'impression de guetter qui serait le plus fort, du roi ou des seigneurs. Bah oui, tu m'étonnes, hein, les villes ne prennent pas parti tant que les batailles ne sont pas faites, quoi. Le comte chemina jusqu'à Saint-Denis, près de Paris, là où tous les seigneurs du royaume avaient promis de se retrouver. Mais ils ne furent pas au rendez-vous. Pour représenter le duc de Bretagne, il y avait auprès du duc de Charolais le vice-chancelier de Bretagne. Il y avait des ordres en blanc signés de son maître, et il s'en servait pour diffuser des nouvelles ou faire des notes quand cela était nécessaire. C'était un Normand et très habile homme, et cela lui fut d'un grand secours face au mécontentement qui se répandit contre lui. Le comte alla se montrer devant Paris. Donc, Paris est encerclé, en tout cas, il se voit s'amasser des troupes venues du duché de Bourgogne, dans le cadre d'une rébellion aristocratique qui manifestement ne marche pas bien, puisqu'ils n'étaient pas au rendez-vous, les autres aristocrates qui étaient censés faire partie de la rébellion. Bon, le comte alla se montrer devant Paris. Il y eut jusque devant les portes de la capitale de violentes escarmouches qui tournèrent au désavantage des défenseurs. De gendarmes, il n'y avait que Joachim et sa compagnie, et Monseigneur de Nantouillet, grand maître depuis, qui servit le roi de France cette année-là comme jamais personne ne le fit quand il fut dans la difficulté. Et de cela Nantouillet fut mal récompensé. La faute en revint plus à ses ennemis qu'au roi, mais ni les uns ni les autres ne sauraient s'affranchir de toute responsabilité en l'affaire. Ce jour-là, le petit peuple, comme je l'ai su plus tard, fut effrayé, jusqu'à crier « Ils sont dedans !» comme me l'a raconté plusieurs témoins depuis. Mais c'était sans raison. Donc ils assiègent la ville, mais ils ne rentrent pas dans Paris. Cependant, Monseigneur de Haut-Bourdin, dont j'ai parlé plus haut, et qui avait été élevé là, était pour qu'on lançât l'assaut.
La ville était moins forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Les soldats le souhaitaient, dans le mépris qu'ils avaient du peuple, car les escarmouches se livraient jusqu'à l'entrée de la ville. Toutefois, il est vraisemblable qu'elle n'était point prenable. Le comte s'en retourna à Saint-Denis. Le lendemain se tint un conseil pour savoir si on irait au-devant du duc de Berry et du duc de Bretagne, qui n'étaient plus loin, au dire du vice-chancelier de Bretagne. Il montrait des lettres d'eux, mais il les avait faites sur des blancs-seings et il ignorait tout de la situation réelle. La conclusion fut qu'on traverserait la Seine, alors que plusieurs proposaient de repartir. Les autres avaient manqué à leur engagement. D'autre part, après avoir passé la Somme et la Marne, suffisait bien, sans qu'il fût nécessaire de traverser la Seine. Certains avançaient de grands sujets de préoccupation. Dans leur dos, il n'y avait pas de place forte ou dans son ensemble, où se réfugier si la nécessité d'une retraite se faisait sentir. L'armée dans son ensemble murmurait fort à propos du comte de Saint-Paul et du vice-chancelier. Cependant, le comte de Charolais passa la rivière et vint s'installer près du pont de Saint-Cloud. Le lendemain de son arrivée lui vinrent des nouvelles d'une dame de ce royaume, en l'occurrence c'est la duchesse d'Orléans, qui lui écrivait de sa main que le roi quittait le Bourbonnais à marche forcée pour aller le combattre. Donc les comploteurs, ceux qui font la guerre au roi de France, ces vassaux révoltés, ont la complicité de la duchesse d'Orléans. Il faut rappeler en quelques mots pourquoi le roi était allé en Bourbonnais. Sachant que tous les seigneurs du royaume se déclaraient contre lui, ou du moins contre sa manière de gouverner, sachant qu'il s'était davantage engagé que les autres... Sachant que tous les seigneurs du royaume se déclaraient contre lui, ou du moins contre sa manière de gouverner, il décida de s'attaquer en premier lieu au duc de Bourbon, donc qui est le fameux neveu du duc de Bourgogne, pour ceux qui suivent. Sachant qu'il s'était davantage engagé que les autres, mais que, son pays étant faible, il aurait vite fait de l'écraser. Donc le roi de France commence par attaquer le parti le plus faible. Ça se tient. Il lui prit plusieurs places fortes, et il en aurait terminé avec ce qui restait, s'il n'eut les secours de Bourgogne, emmenés par le marquis de Rotelin, le seigneur de Montagu, je sais pas comment ça se dit, et de quelques autres. Il portait aussi les armes celui qui est aujourd'hui chancelier de France, déjà un homme fort estimé, Monseigneur Guillaume de Rochefort. Le comte de Beaujeu et le cardinal de Bourbon, les frères du duc Jean de Bourbon, avaient réuni cette coalition en Bourgogne. Ils mirent des bourguignons dans Moulins. D'un autre côté vinrent en aide au duc de Bourbon le duc de Nemours, le duc d'Armagnac, le seigneur d'Albret, avec une grande quantité de gens, parmi lesquels se trouvaient de bons combattants de chez eux. Ces derniers avaient quitté les compagnies d'ordonnance du roi et les avaient ralliés. Rappelons que Charles VII avait justement mis en place, me semble-t-il, ces compagnies d'ordonnance, qui sont des troupes permanentes. La plupart d'entre eux étaient bien mal en point car ils n'avaient pas de solde et qu'il fallait qu'ils vivent sur le peuple. Et oui, parce que quand on est dans l'armée royale, ça va à peu près, on vous donne une solde, quoi, enfin, un salaire régulier. Par contre, si vous désertez l'armée royale pour faire des rébellions, vous n'avez plus de solde, donc ils sont obligés de piller la population. Ce qu'on appelle le phénomène des routiers au Moyen-Âge, qui est un problème récurrent. Bien qu'ils fussent nombreux, le roi leur donnait du fil à retordre. Ils s'engagèrent des négociations de paix, surtout le duc de Nemours, qui fit serment au roi en lui promettant de tenir son parti. Mais il fit par la suite le contraire. Bah oui, tu m'étonnes. Le roi en conçut contre lui la longue haine qu'il lui porte, ainsi qu'il me l'a dit plusieurs fois. Le roi voyait bien qu'il ne pourrait en terminer rapidement, et le comte de Charolais se rapprochait de Paris. Il craignait que la ville ne fasse des ouvertures au comte, à son frère et au duc de Bretagne, qui arrivaient de la Bretagne, car tous prenaient prétexte du bien public du royaume. Il craignait surtout que, selon ce que Paris pourrait faire, les autres villes ne fassent de même. Aussi décida-t-il de venir à marche forcée s'installer dans Paris et faire en sorte que ces deux grosses armées ne se regroupent pas.
Son intention n'était pas de combattre quand il me parlait de la question, comme il me l'a plusieurs fois raconté. Donc ça veut dire que le roi de France dont il est question dans cette affaire de guerre du bien public, c'est bel et bien déjà Louis XI, et non pas Charles VII, comme je l'avais cru au début du chapitre. Donc on est dans la jeunesse de Philippe de Comines, mais c'est déjà Louis XI qui est roi de France. Chapitre 3. Premiers engagements à Montlhéry. J'en ai parlé plus haut, quand le comte de Charolais a pris le départ du roi du Bourbonnais, qu'il venait droit sur lui, c'était du moins ce qu'il pensait, il décida lui aussi d'aller à sa rencontre. Il rendit public le contenu de la lettre qu'il avait renseignée, sans nommer son auteur, en invitant chacun à bien faire, car pour lui il était décidé à tenter la fortune. Il se logea en un village près de Paris, appelé Longjumeau. Monseigneur le Connétable, avec son avant-garde, se plaça à Montlhéry, 3 lieues plus loin. Je ne sais pas si c'est des mêmes lieux que quand on compte en lieues en Angleterre, enfin bon, je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Ils envoyèrent dans la campagne des espions et des éclaireurs pour savoir quand et par où le roi arriverait. En présence du comte de Saint-Paul, on décida que le lieu de la bataille serait à Longjumeau, et que le comte de Saint-Paul s'y retirerait si le roi venait. Étaient présents également à cette délibération le seigneur de Haubourdin et le seigneur de Comté. Il faut savoir que Monseigneur du Maine, avec 700 ou 800 hommes, était placé face aux ducs de Berry et de Bretagne. Ces derniers avaient avec eux des chevaliers experts et réputés, que le roi Louis avait envoyés dès qu'il avait été couronné, alors qu'ils avaient bien servi son père lors de la reconquête et de la pacification du royaume. Donc la reconquête, c'était la fin de la guerre de 100 ans, justement menée par le père de Louis XI, Charles VII. À plusieurs reprises, il s'en est repenti et a reconnu son erreur. Parmi eux, il y avait le comte de Daunois, très estimé à tout égard, le maréchal de Lohélac, le comte de Damartin, le seigneur de Bueil et quantité d'autres. C'était bien 500 hommes d'armes qui avaient quitté l'armée du roi et s'étaient retirés auprès du duc de Bretagne. Ils étaient ses sujets, natifs de Bretagne et formaient la fleur de cette armée-là. Il y a l'armée du roi de France, il y a l'armée du duc de Bourgogne, il y a l'armée du duc de Bretagne. Tout le monde suit, ça va? Comme je l'ai déjà dit, le comte du Maine ne se sentait pas assez fort pour les combattre et n'arrêtait pas de faire retraite devant eux en se rapprochant du roi. Certains ont voulu dire que le comte du Maine était parti lié avec eux, mais je ne sais rien de certain à ce sujet et je ne le crois pas. Alors que le comte de Charolais était logé aux 10 lieues de Longjumeau, ainsi que je l'ai dit, il y a beaucoup de ainsi que je l'ai dit, enfin vous voyez dans le texte, ça alourdit un peu, et que son avant-garde était à Montlhéry, un prisonnier qui lui fut amené l'avertit que le comte du Maine avait rejoint le roi, et qu'avec lui se trouvaient toutes les compagnies d'ordonnance du royaume, qui pouvaient compter environ 2200 hommes d'armes, l'arrière-ban du Dauphiné, ainsi que 4 ou 50 gentilshommes de Savoie, tous des gens de qualité, donc des aristocrates quand même. Le roi tint conseil avec le comte du Maine et le grand sénéchal de Normandie, de Brézé, ainsi que l'amiral de France, qui était de la maison de Montauban, et quelques autres. En conclusion, malgré ce qui fut dit, il décida de ne pas combattre, mais seulement de se mettre dans Paris, sans s'approcher de là où les Bourguignons étaient installés. Et selon moi, dit Philippe de Comines, c'était la bonne décision. Il se méfiait du sénéchal, il lui demanda s'il avait donné son accord au prince rebelle. Le grand sénéchal lui répondit que oui, mais que son accord leur resterait entre les mains, alors que sa personne était au roi. Il le disait en plaisantant, car c'était sa manière de parler. Le roi s'en satisfit et lui donna la charge de son avant-garde et des éclaireurs, car il voulait éviter la bataille, comme on l'a dit. Le grand sénéchal, avec présomption, dit à l'un de ses proches, « Je mettrai aujourd'hui les deux partis si près l'un de l'autre qu'il sera bien habile celui qui saura les démêler. » Ainsi fut-il, et le premier qui mourut, ce fut lui. Le roi m'a raconté cette histoire, car à cette époque j'étais encore avec le comte de Charolais.
Donc finalement, la première fois, d'une certaine façon, que Philippe de Comines, alors je dis pas rencontre, mais en tout cas se trouve pas trop loin du roi de France, c'est pendant cette guerre du bien public qui justement l'amène à faire partie de l'armée qui assiège la ville de Paris et qui ne va pas se battre avec le roi parce que le roi ne cherche pas la bataille, justement. Mais ça lui permet déjà un peu de jauger qui est l'adversaire du prince qu'il sert, qui est donc l'adversaire de l'héritier de la maison de Bourgogne. Au 16e jour de juillet, l'an 1465, oui, donc effectivement, on est dans la 4e année du règne de Louis XI, du coup, cette avant-garde vint se poster près de Montpléry, là où le comte de Saint-Paul avait installé son camp. Ce dernier signifia sans délai cette arrivée au comte de Charolais, qui était à 3 lieues, à l'endroit qui avait été choisi pour combattre. Il lui demandait de venir le secourir en toute hâte, car les hommes d'armes et les archers avaient déjà mis pied à terre. Enfermés par leur train d'équipage, et il lui était impossible de se replier vers lui comme la consigne en avait été donnée. S'il se mettait en chemin, l'ennemi prendrait cela pour une fuite, ce qui créerait un risque considérable pour toute l'armée. Le comte de Charolais lui envoya en toute hâte Antoine, le bâtard de Bourgogne, accompagné d'un fort contingent. Il se demandait lui-même s'il irait ou non, et à la fin marcha après les autres. Il arriva vers 7 heures du matin, et déjà il y avait 5 ou 6 enseignes du roi le long du grand fossé qui séparait les deux armées. Il y avait aussi dans l'armée du comte de Charolais le vice-chancelier de Bretagne, Rouville, ainsi qu'un vieil homme d'armes appelé Madret, qui avait livré Pont Sainte-Maxence. Ils craignaient pour leur vie à cause des rumeurs qui couraient contre eux. Ils voyaient bien qu'on était arrivé à la bataille et que ceux sur lesquels ils avaient compté n'étaient pas arrivés. Ils prirent la fuite avant la bataille du côté où ils pensaient trouver les Bretons. Le comte de Charolais trouva le comte de Saint-Paul à pied, et tous les autres se déplaçaient à la queue leu-leu. Textuellement, c'est comme ça que c'est dit. Nous trouvâmes tous les archers débottés, ayant chacun un pieu devant eux. On avait défoncé plusieurs pipes de vin pour les faire boire. Et d'après le peu que j'en ai aperçu, je n'ai jamais vu de gens si impatients de combattre, ce qui est, à mon avis, un excellent signe, un grand encouragement. D'abord, on décida que tout le monde se mettrait à pied, sans exception. Après, ils changèrent d'avis, car presque tous les hommes d'armes se mirent en selle. On décida que quelques chevaliers écuyers de qualité resteraient à pied. Parmi eux, il y avait Monseigneur Descordes et son frère. Messire Philippe de Lalaing avait mis pied à terre, car en ce temps, les plus réputés des Bourguignons étaient ceux qui mettaient pied à terre avec les archers. Et on y trouvait toujours une grande quantité de combattants de qualité. Ils le faisaient pour que la troupe se rassure et combatte mieux. Ah, c'est intéressant du point de vue de la tactique, ça. De l'aristocratie combattante à pied, ça. C'était une habitude prise aux Anglais, encore plus intéressant, aux côtés duquel le duc Philippe avait fait la guerre en France durant sa jeunesse, une guerre qui devait durer 32 ans sans trêve. Mais la charge principale était alors supportée par les Anglais, qui étaient riches et puissants. En ce temps-là, ils avaient un roi de grand sens, Henri, beau et très valeureux, et à ses côtés des frères pleins de sens et de courage, et de grands capitaines comme le comte de Salisbury, Talbot, et d'autres que je passe sous silence, car ce n'était pas de mon temps, même si j'ai vu ce qui en est resté. Quand Dieu fut las de leur accorder ses bontés, ce sage roi mourut au bois de Vincennes, et son fils fou fut couronné à Paris, roi de France et d'Angleterre. Alors le fils c'est Henri VI. Ainsi la situation changea en Angleterre et la division s'installa entre eux, une division qui dure encore ou peu s'en fout. Donc là, il explique finalement la dégénérescence de la puissance de l'État anglais par la folie individuelle de son monarque, ce qui est peut-être un petit peu simpliste. La maison d'York a-t-elle usurpé la couronne ou l'a-t-elle eue légitimement? Je ne sais quoi en dire, car pour de telles choses, le choix se fait au ciel. Donc là, c'est une allusion à la guerre qui a lieu en Angleterre, la guerre des deux roses entre la maison de York et la maison de Lancastre. Je reviens à mon sujet. Les Bourguignons avaient mis pied à terre, puis étaient remontés à cheval. Ce temps perdu leur causa du tort, et ce jeune et valeureux chevalier, Philippe de Lalaing, perdit la vie par faute de s'être bien équipé. Donc il a dû aller combattre après, mais pas avec tout son équipement de chevalier armé, et puis il y passe.
Les gens du roi venaient en colonne à travers la forêt de Tourfou. Il n'était pas 400 quand nous arrivâmes, et si on avait attaqué aussitôt, on n'aurait pas trouvé une grande résistance, au dire de certains, car ceux qui arrivaient derrière ne pouvaient avancer qu'en file, comme je l'ai dit. Mais leur nombre croissait sans cesse. Voyant cela, le sage chevalier qu'était monseigneur de Contais vint dire à son maître, le comte de Charolais, que s'il voulait gagner cette bataille, il fallait marcher sans attendre. Il disait pourquoi, montrant que si on avait agi plus tôt, il aurait mis ses ennemis en déroute, car ils étaient peu nombreux. Mais ce nombre croissait à vue d'œil. C'était la vérité. À ce moment-là, tout ordre, toute sagesse disparut, car chacun se mettait à donner son avis. Une grosse escarmouche avait déjà eu lieu à l'extrémité du village de Montlhéry, entre archers des deux côtés. Du côté du roi, Poncet de Rivière commandait. C'étaient des archers des compagnies d'ordonnance, portant des armures damastiquées et bien équipées. L'acier damastiqué, c'est un type d'acier spécial. Je crois qu'il est doré, enfin je ne sais plus les détails de ce type d'acier. Du côté bourguignon, ils étaient sans ordre et sans commandement, comme souvent au début des escarmouches. Avec eux se trouvaient à pied Philippe de Lalaing, donc celui qui va y passer, et Jacques Dumas, un homme réputé, devenu plus tard le grand écuyer du duc Charles de Bourgogne. Les bourguignons étaient les plus nombreux. Ils gagnèrent une maison, dont ils prirent 2 ou 3 portes pour s'en servir comme bouclier, et ils commencèrent à s'aventurer dans la rue et mirent le feu à une maison. Le vent les aidait en poussant le feu contre les hommes du roi. Ces derniers commencèrent à rompre le contact. Ils montèrent à cheval et prirent la fuite. Devant ce tumulte, le comte de Charolais se mit à avancer, en abandonnant, comme je l'ai dit, l'ordre qui avait été établi auparavant. Il avait été convenu que l'on marcherait en 3 étapes, car la distance entre les deux armées était grande. Ceux du roi se trouvaient près du château de Montlhéry. Ils étaient installés derrière une grande haie et un fossé profond. En outre, les champs étaient pleins de blé, de fèves et d'autres céréales à la poussée vigoureuse, car la terre bonne pour ses cultures. Tous les archers du comte marchaient devant lui et en désordre. Mon avis est que les archers sont la chose la plus importante au monde dans les batailles. Mais il faut qu'ils soient par milliers, car en petit nombre, ils ne valent rien. Qu'ils aient de mauvaises montures, et qu'ils n'aient pas peur de les perdre, ou même qu'ils en aient point. Les meilleurs pour le combat d'un jour sont ceux qui n'ont rien vu, et non pas les plus expérimentés. C'est également l'opinion des Anglais, qui sont la fleur des archers du monde. Donc il souligne l'importance des archers, qu'avaient mal comprises les Français probablement durant une partie de la guerre de 100 ans, mais qui est un avantage effectivement des armées anglaises. On sent poindre chez Comines, peut-être pas de l'admiration, en tout cas un véritable intérêt pour l'Angleterre, il y fera d'ailleurs un voyage. On avait dit que l'on ferait 2 pauses en chemin pour permettre aux gens de pied de reprendre leur souffle, car la route était longue, et les plantes hautes et fortes, ce qui gênait la marche. Mais on fit tout le contraire, comme si on avait fait exprès de perdre. Dieu montra en cela que le sort des batailles est dans sa main, et qu'il dispose de la victoire à son plaisir. Je ne crois pas qu'un homme seul ait suffisamment de sens pour concevoir et donner des ordres à un si grand nombre de gens, ni que les choses se passent en campagne comme elles sont décidées en chambre. Comme disait l'autre, aucun plan ne survit au contact de l'ennemi. Quiconque aurait cette prétention commettrait une faute vis-à-vis de Dieu et manquerait de bon sens. Chacun doit faire dans ces circonstances ce qu'il peut et ce qu'il doit, en reconnaissant que c'est l'œuvre de Dieu, et que parfois il agit en communiquant de petits avertissements, en donnant tantôt la victoire à l'un, tantôt à l'autre. Cela reste un grand mystère, que des royaumes et des seigneuries connaissent faim et désolation, alors que d'autres grandissent et prennent leur essor. Pour revenir au sujet, le comte marcha d'une seule traite, sans laisser souffler ses archers et ses gens de pied. Ceux du roi, tous des hommes d'armes, franchirent la haie par les 2 extrémités, et alors qu'ils mettaient leurs lances en arrêt au moment d'établir le contact, les hommes d'armes des Bourguignons défirent leurs propres archers, en leur passant dessus, sans leur laisser le temps de tirer un seul coup, eux qui étaient la fleur et l'espérance de leur armée. Je ne crois pas en effet que les 1200 hommes d'armes, ou à peu près qu'il y avait, je ne crois pas en effet que dans les 1200 hommes d'armes, ou à peu près qu'il y avait, il y en eut 50 qui eussent su coucher une lance en arrêt. Il n'y en avait pas 400 armés de cuirasses, ni
il n'y avait un seul serviteur armé, et tout cela à cause de la longue paix et à cause du fait que cette maison n'entretenait point de mercenaires pour soulager le peuple des impôts. Et jamais depuis ce jour-là, ce pays de Bourgogne n'eut de repos jusqu'à aujourd'hui, qui est pire que jamais. Donc oui, c'est bien des Bourguignons dont il est question. Hein. Voilà. Aussi brisèrent-ils eux-mêmes la fleur de leur espérance. Cependant, Dieu qui ordonne un tel mystère, voulut que le côté où se trouve le comte, c'est-à-dire la main droite en allant vers le château, vainquit sans trouver de défense. Sans rencontrer de défense. Je me trouvais ce jour-là toujours avec lui, donc c'est sa première bataille du coup. Éprouvant moins de crainte que je n'en ai jamais eu depuis en quelque lieu que ce fût. J'étais jeune et j'avais peu d'expérience du danger. J'étais stupéfait de voir combien personne n'osait s'opposer à ce prince à qui j'appartenais, tant on estimait qu'il était le plus grand de tous. C'était ainsi que sont les gens de peu d'expérience. Il arrive souvent qu'ils avancent des arguments sans intérêt et sans fondement. Aussi est-il bien de croire celui qui dit que l'on ne se repent jamais de parler peu, mais bien souvent de parler trop. À la main gauche se trouvait le seigneur de Ravastin et messire Jacques de Saint-Paul et d'autres encore. Ils voyaient bien qu'il n'y avait pas suffisamment d'hommes d'armes pour résister à ceux qu'ils avaient devant eux, mais ils étaient si près qu'il était trop tard pour changer de tactique. En effet, ils furent battus à plate couture et poursuivis jusqu'au train. La plupart prirent la fuite jusqu'à la forêt près d'une demi-lieue de là. Quelques gens de pied bourguignons se regroupèrent au train. Ceux qui les pourchassaient étaient pour l'essentiel des nobles du Dauphiné et de Savoie, et beaucoup de gendarmes également. Ils pensaient bien avoir gagné la bataille. Et de ce côté-là, il y eut une grande déroute des Bourguignons, et parmi eux des personnages de grande réputation. Ils fuyaient la plupart pour gagner Pont-Sainte-Maxence, dont ils croyaient qu'ils tenaient pour eux. Beaucoup restèrent dans la forêt, et parmi eux se trouvait le connétable de Saint-Paul, qui s'y retira avec une grande quantité d'hommes, car le train se trouvait près de la forêt. Je ne sais pas ce qu'ils appellent le train, peut-être c'est le chemin, peut-être c'est un point... Il montra depuis qu'il ne tenait pas la situation pour perdue. Chapitre 4, la bataille de Montlhéry. Le comte de Charolais, avec une petite troupe, traqua les ennemis une demi-lieue au-delà de Montlhéry, sans rencontrer nulle résistance de la part de ceux nombreux qu'il croisait, et déjà il croyait tenir la victoire. Un vieux gentilhomme de Luxembourg appelé Antoine le Breton vint le chercher, et lui dit que les Français s'étaient regroupés sur le champ de bataille, et que s'il continuait sa chasse, il serait perdu. Bien que le Breton le lui ait dit 2 ou 3 fois, il ne s'arrêta pas. Monseigneur de Contais, dont j'ai parlé plus haut, arriva aussitôt. Il lui dit la même chose, avec tellement d'assurance, qu'il se rendit à ses conseils, et se retira aussi net. Et je crois qu'il s'il s'était avancé à 2 ou 3 jets d'arc, il aurait été fait prisonnier, comme d'autres qui menaient la poursuite devant lui. Ils rencontrèrent dans le village qu'ils traversaient une troupe de gens à pied qui s'enfuyaient. Il les poursuivit alors qu'il n'était qu'une centaine de chevaux. Seul un homme à pied se retourna et lui mit un coup de vouge dans l'estomac, et l'on en vit la trace le soir. La plupart se sauvèrent par les jardins, mais celui-là fut tué. Alors qu'il passait à ras du château, nous vîmes devant les portes de l'édifice les archers de la garde du roi qui ne bougeaient pas. Il en fut stupéfait car il pensait qu'il n'y avait plus aucune résistance. Il tourna de côté pour gagner le champ où vinrent l'assaillir 15 ou 16 hommes d'armes, une partie des siens l'avait déjà quitté. D'entrée, ses assaillants tuèrent son écuyer Tranchant, qui portait une enseigne à ses armes. Il s'appelait Philippe d'Ognis. Le comte, en très grand danger, reçut plusieurs coups, et en particulier un coup d'épée à la gorge, dont il garda la marque toute sa vie. C'est qu'il n'avait plus sa mentonnière, qui était tombée, parce qu'il l'avait mal attachée le matin. Je l'ai vu moi-même tomber. Ses assaillants lui mirent la main dessus. « Monseigneur, rendez-vous, je vous connais, ne vous faites pas tuer. » Mais il se défendait toujours, quand le fils d'un médecin de Paris, appelé Jean Cadet, un homme à lui, grand, puissant et vilain, monté sur un cheval à sa taille, donna au travers et dispersa tout le monde. Ceux du roi se retirèrent sur le bord du fossé qu'ils occupaient le matin, car ils craignaient les mouvements de quelques-uns qu'ils voyaient approcher. Le comte ensanglanté retourna vers les siens au milieu du champ.
L'étendard du bâtard de Bourgogne était tout déchiré, il n'avait plus qu'un pied de long, et l'enseigne des archers du comte avait subi le même sort. Il n'était pas une quarantaine d'hommes en tout, et nous, qui étions une trentaine, nous les rejoignîmes dans la peur la plus totale. Aussitôt le comte changea de cheval. Simon de Quinget, son page alors, qui depuis s'est bien fait connaître, lui en donna un. Le comte courut le champ de bataille pour rallier ses hommes, mais je vis le moment où nous, qui étions restés là, nous n'envisagions que la fuite, s'il y avait eu 100 hommes pour marcher contre nous. Des hommes nous rejoignaient, 10, 20, autant à pied qu'à cheval. Les gens de pied étaient blessés et épuisés, aussi bien à la suite des fatigues excessives que nous leur avions infligées le matin que des blessures reçues des ennemis. Le comte revint avec moins d'une centaine d'hommes, mais il en arrivait peu à peu. La campagne était rase, là où une demi-heure plus tôt le blé était si haut, la poussière la plus terrible qui fût. Le sol était jonché de chevaux et de morts, dont pas un qu'on reconnut sous toute cette poussière. Nous vîmes sortir brusquement du bois le comte de Saint-Paul, qui avait avec lui son enseigne et une bonne quarantaine d'hommes d'armes. Il marchait droit vers nous, et le nombre grossissait, mais il nous semblait bien loin. On lui fit dire à 3 ou 4 reprises qu'il se dépêcha, mais il ne changeait rien et resta au pas. Il fit ramasser des lances à ses hommes qui étaient à pied, et il les fit venir en ordre, ce qui réconforta grandement nos gens. Un grand nombre le rejoignirent, et ils vinrent là où nous étions. Nous nous retrouvâmes bien 800 hommes d'armes, mais de gens de pied peu ou presque rien, ce qui fit que le comte n'eut pas la victoire entière, car un fossé et une grande haie séparaient les deux armées. Du côté du roi, le comte du Maine avait pris la fuite, plusieurs autres aussi, et bien 800 hommes d'armes. Certains ont voulu dire que le comte avait partie liée avec les Bourguignons, mais je crois qu'il n'en était rien. Jamais on ne connut de plus grande fuite des deux côtés. C'est très intéressant, ça montre que sans doute il y a quand même un élément de loyauté qui dépend des vassaux des uns et des autres. Voilà, ils ont une partie de leur troupe qui s'enfuit. Bon, j'ai lu, il y a une trahison. Apparemment, je lis le comte de Maine, il a trahi le roi de France. Il a pris la fuite, alors est-ce que c'est une trahison peut-être qu'il s'était perdu. Lui il dira qu'il s'était perdu. On fera des commentaires après, je finis. Vas-y, continue. Je finis le chapitre. Donc, jamais on ne connut plus grande fuite des deux côtés, même si, fait notable, les deux princes restèrent sur le champ de bataille. Et on voit qu'on n'est pas encore, finalement, à cette époque des monarchies absolutistes, où finalement les monarques ne font plus la bataille eux-mêmes, parce que là, notre comte du Charolais, lui, il se bat tout à fait physiquement, puisqu'il arrive même à se faire blesser à la gorge. Donc, c'est intéressant de voir qu'on a des rois ou des monarques qui se battent encore comme au Moyen-Âge, alors qu'on est au XVe siècle, en 465. 1465. Du côté du roi, un homme important prit la fuite jusqu'à Lusignan sans s'arrêter, et du côté du comte, un autre homme de bien s'enfuit jusqu'à Quesnoy-le-Comte. Ces deux-là ne risquaient pas de se mordre. Alors que les deux armées étaient rangées face à face, des coups de canon furent tirés qui tuèrent des gens des deux côtés. Personne ne désirait plus combattre. Notre armée était plus importante que celle du roi, mais la présence du roi était essentielle, tout comme les bonnes paroles qu'il disait à ses gendarmes. Je crois vraiment, pour ce que j'en ai su, que s'il n'avait pas été là en personne, tout le monde aurait pris la fuite. Peut-être qu'il en rajoute un petit peu, mais voilà, le roi de France aurait apparemment une aura. J'ai quelques doutes, parce que connaissant Louis XI, qui est quand même pas un personnage, me semble-t-il, d'un charisme ou d'une éloquence incroyable, mais bon, apparemment le roi de France, il fait de l'effet en étant là. Quelques-uns de chez nous désiraient reprendre le combat, et surtout Monseigneur de Haubourdin, qui disait avoir vu une file de gens qui s'enfuyaient. Et si l'on avait pu trouver une centaine d'archers pour tirer au travers de cette haie, tout le monde aurait marché de notre côté. Sur ces propos et ces pensées, la nuit tomba, sans aucune escarmouche. Le roi se retira à Corbeil, où nous pensons qu'il prendrait ses quartiers. Un baril de poudre prit feu là où se trouvait le roi, et ce feu se propagea à des charrettes tout le long de la grande haie. On crut que c'était là leur feu de camp. Le comte de Saint-Paul, dont l'apparence donnait l'impression d'un vrai chef de guerre, et monsieur de Haubourdin encore plus, ordonnèrent qu'on amenât le train là où nous étions. Le train, j'imagine qu'en fait, c'est les mecs qui suivent les armées avec les vivres et tout ce qu'a besoin une armée comme ravitaillement. En fait.
Donc on amena le train là où nous étions et qu'on forma le cercle, et ainsi fut fait. Alors que nous étions regroupés sur le champ de bataille, des gens du roi revinrent de leur poursuite avec l'idée que la victoire était pour eux. Ils furent obligés de passer parmi nous. Certains en réchappèrent, le plus grand nombre périt. Des gens de renom du côté du roi, on comptait parmi les morts Messire Geoffroy de Saint-Belin, le grand sénéchal de Brézé, Floquet, un capitaine. Du côté des Bourguignons perdit la vie Philippe de Lalaing, comme on l'a dit, et des gens à pied et de la piétaille en mourirent plus que du côté du roi. C'est ce qu'on appelle des péons, ce qui a donné le terme de péon dans les jeux vidéo. Mais il mourut plus de gens à cheval du parti du roi. Les meilleurs prisonniers parmi ceux qui fuyaient étaient les mains des gens du roi. Des deux côtés, on compta 2000 morts au moins. Ce fut une bataille disputée, et dans les deux camps, on trouva des combattants de qualité et bien fatigués. Et ce n'était pas rien, à mon avis, que de se rallier sur le champ de bataille et de rester ainsi 3 ou 4 heures, l'un en face de l'autre. Et les deux princes avaient dû noter qui leur avait été fidèle en cette nécessité, mais ils agirent comme des hommes et non pas comme des anges. Tel perdit son office et sa situation que l'on donna à un autre qui avait fui 10 lieues plus loin. Oui, là ce qu'il nous dit, c'est que quand on va récompenser ceux qui sont bien comportés de ceux qui ne sont pas bien comportés, des fois certains n'ont pas le traitement qu'ils méritent, et certains qui ont encore plus fui que d'autres s'en sortiront mieux d'un point de vue politique. Un des nôtres perdit tout pouvoir et fut éloigné de son maître. 1 mois plus tard, il avait plus de pouvoir qu'auparavant. Nous étions informés, donc là il nous dit que finalement c'est pas forcément le comportement militaire qui dicte les charges et les responsabilités au sein de l'aristocratie. Nous étions enfermés au milieu de nos chariots, et chacun avait pris ses quartiers au mieux qu'il put. Nous avions beaucoup de blessés, et le plus grand nombre était découragé et effrayé à l'idée que les Parisiens, aidés des 200 hommes d'armes qu'ils avaient, et le maréchal Joachim, lieutenant du roi pour la ville, fassent une sortie, et que nous ayons à faire front des deux côtés. La nuit tombée, on ordonna à une 50aine de lances de voir où le roi était logé, une 20aine y allèrent. Il pouvait y avoir 3 jets de flèches de notre camp à l'endroit où nous croyions que se trouvait le roi. Durant ce temps, Monseigneur de Charolais but et mangea un peu, et chacun de son côté, on lui pensa sa blessure à la gorge. À l'endroit où il mangeait, il fallut dégager 4 ou 5 hommes morts pour lui faire de la place. De 2 bottes de paille, on fit un endroit où il s'installa. Alors qu'on déplaçait un de ces malheureux nus, il se mit à demander à boire. On lui jeta dans la bouche un peu de la tisane dont le Seigneur avait bu. Le cœur lui revint et on le reconnut. C'était un archer du Seigneur, fort réputé, qui avait nom Savaro. On le pansa et il guérit. On délibéra pour savoir ce qu'on allait faire. Le comte de Saint-Paul le premier donna son avis. Il disait qu'on était en danger et il conseillait de partir à l'aube en direction de la Bourgogne. On mettrait le feu à une partie du train, ne sauvant qu'une partie de l'artillerie, et que nul n'emmena de train s'il n'avait pas plus de 10 lances. Donc le train, c'est les vivres et les chariots avec. Rester là sans vivre entre Paris et le roi était chose impossible d'après lui. Monseigneur de Haubourdin s'exprime ensuite dans le même sens, à cette réserve près qu'il conseilla d'attendre de savoir ce que diraient ceux qu'on avait envoyés en éclaireur. C'était l'avis partagé par 3 ou 4 autres. Le dernier à prendre la parole, Monseigneur de Comté, dit que la diffusion de cette nouvelle dans l'armée serait l'amorce de la débandade totale et que l'on s'emparerait du duc avant qu'il eût fait 20 lieues. Il ajouta plusieurs bonnes raisons. Son avis était que chacun se mit à l'aise du mieux possible pour cette nuit et que, à l'aube, on assaillit le roi. Il fallait vaincre ou mourir, c'était plus sûr que prendre la fuite. Monseigneur de Charolais se rangea à l'avis de Comté. Donc on peut pas, c'est pas pour rien qu'il se sera appelé plus tard Charles le Téméraire. Prend toujours, depuis le début du récit, prend toujours des décisions offensives. Quasiment. Il demanda à chacun d'aller se reposer 2 heures et d'être prêt quand son trompette donnerait le signal. Il parla à plusieurs en particulier pour qu'ils aient redonné du courage à leurs gens. Vers minuit, ceux que l'on avait envoyés en éclaireur revinrent. Et vous pouvez croire qu'ils n'étaient pas allés loin. Ils rapportèrent que le roi avait établi son camp près de ces feux qu'on avait vus. Ça, c'est de l'information, quand même. On envoyait aussitôt d'autres éclaireurs. Oui, je suis pas surpris de la phrase suivante.
Et 1 heure plus tard, chacun se remettait en état de combattre. La plupart avaient mieux envie de fuir. Aux premières lueurs du jour, ceux que l'on avait envoyés hors du camp rencontrèrent un charretier, un homme à nous, qui avait été fait prisonnier le matin. Il rapportait au village une queue de vin et leur dit que tout le monde s'en était allé. Ils firent dire la nouvelle à l'armée, se rendirent jusque-là et s'assurèrent de ce qu'il disait. Ils retournèrent le confirmer, ce qui provoqua dans les rangs une grande joie. Il y en eut beaucoup pour dire qu'il fallait les poursuivre, alors qu'1 heure avant, ils faisaient piteuse figure. J'avais un cheval très fatigué, un vieux cheval. Il but un seau plein de vin, où il mit le museau par hasard. Je le laissai terminer et je l'en trouvais bon et frais comme jamais. Quand il fit grand jour, tout le monde monta en selle, les corps de troupe étaient clairsemés. Cependant, beaucoup de gens revenaient après s'être cachés dans les bois. Le seigneur de Charolais fit venir un cordelier, à qui il avait donné ordre de dire qu'il venait de l'armée des Bretons, et qu'il devait arriver ce jour-là, ce qui réconforta l'armée, mais tout le monde n'y croyait pas. Peu après, cependant, autour des 10 heures du matin, arriva le vice-chancelier de Bretagne, Rouville, accompagné de Madré, dont j'ai déjà parlé plus haut. Ils amenaient 2 archers de la garde du duc de Bretagne portant des hoquetons, sorte de corsaires embourrés, portés sous l'aubert, nous dit une note de bas de page, ce qui réconforta beaucoup les troupes. On questionna Rouville et on le félicita de sa fuite, qui avait suscité des rumeurs contre lui, et plus encore de son retour, et on lui fit un chaleureux accueil. Toute la journée, monseigneur de Charolais resta sur le champ de bataille, très heureux de ce qu'il considérait comme sa propre gloire. Depuis, celui-là lui coûta très cher, car il n'écouta le conseil de personne, mais n'en fit qu'à sa tête. Avant ce jour-là, il connaissait mal la guerre, qu'il n'aimait pas, mais depuis il changea de point de vue, et il s'y attachait jusqu'à sa mort. Et c'est par là qu'il a fini sa vie et détruit sa maison. En effet, Charles le Téméraire va mourir dans une bataille, ce qui va précipiter le déclin du duché de Bourgogne. Et si elle ne l'est pas complètement, elle est bien ruinée, cette maison de Bourgogne. 3 princes considérables et sages, ses prédécesseurs l'avaient élevé bien haut, et peu de rois, si ce n'est celui de France, ont été plus puissants que lui, avec des villes belles et importantes. Personne ne doit trop s'enorgueillir, surtout un grand prince. C'est oublier que les grâces et les bonnes fortunes viennent de Dieu. Je dirais 2 autres choses à son sujet. Je crois n'avoir jamais connu un autre homme que lui qui put supporter plus de peine dans toutes les circonstances où il faut donner de sa personne. L'autre, c'est que je n'ai jamais connu un homme plus hardi. Je ne l'ai jamais entendu dire qu'il fût là, ni jamais vu donner l'impression d'avoir peur. Et pourtant, j'ai été avec lui 7 années de suite à la guerre, l'été pour le moins, l'été et l'hiver dans certains cas. Ses pensées et ses projets étaient grands. Mais nul homme ne serait capable d'en accomplir si Dieu n'y ajoutait de sa puissance.